Quand je parcours Wall Street, je pense tout d'abord à ces immeubles emblématiques qui, chaque jour, accueillent les marchés boursiers les plus importants du monde. On les voit souvent de loin ou d'en bas, imposants, face à nous. On peut avoir une admiration ou un dégoût profond pour tout ce qu'ils représentent, mais peu importe, on n'est pas là pour ça. La question c'est plutôt de savoir, il y a quoi dedans ? Non, sérieusement, vous pensez connaître vaguement la réponse ? Mais si je pose cette question, c'est qu'elle mérite d'être posée. Ce qui se trouve dans ce bâtiment est un immense problème. Tiens, prenons celui-ci, le New York Stock Exchange. En gros, si je traduis, la bourse de New York. Vous l'avez forcément déjà vu quelque part, lui ou tous ces autres bâtiments tout autour. Personnellement, je me rappelle de tous ces films qui vendent le monde de la finance comme un monde en pleine effervescence. Des open space remplis de traders surveillant chacun leur courbe, avec pour seul but de grappiller chaque jour, heure, minute, seconde, les quelques miettes d'actions qu'ils peuvent bien récupérer. Et si je vous disais que tout ça n'existe plus depuis des années ? Car dans ce bâtiment, il n'y a plus personne. Et ça, c'est un énorme problème. Avant de commencer, j'aimerais vous parler de Red Magic qui sponsorise cette vidéo. Ils viennent tout juste de sortir le Red Magic 10S Pro. Attendez, je vais vous parler de ses spécifications, vous allez vite comprendre que c'est pas juste un téléphone comme les autres. Écran AMOLED 144 Hz, un processeur Snapdragon 8 Elite Leading version, une batterie de 7050 mAh avec une charge complète en seulement 40 minutes et même jusqu'à 24 Go de RAM, soit un peu plus que mon PC. La réactivité du téléphone n'a pas été oubliée, il dispose de gâchettes sur la tranche avec un taux de réponse de 520 Hz pour améliorer votre réactivité dans les jeux de tir. L'été arrive et en général dès que je lance un jeu, mon téléphone chauffe énormément. Et bien avec celui-ci, c'est terminé. Il utilise plusieurs systèmes de refroidissement. Le Liquid Metal Cooling 2.0, une chambre à vapeur 12 000 mm2, ainsi qu'un ventilateur signature Red Magic 2300 rotations par minute. Grâce à ça, vous pourrez jouer des heures aux jeux les plus demandeurs et ce sans aucun souci. D'ailleurs, les jeux les plus connus ont carrément reçu une optimisation particulière pour tourner en 2K 120 fps. Il est entièrement taillé pour le gaming. Et je pense pas être dans le faux en disant qu'aujourd'hui, la plupart des téléphones gaming sont moches. D'après moi, c'est là qu'il se démarque. Il est magnifique. Dispo en 3 coloris, j'ai ma petite préférence pour le Moonlight qui laissera personne indifférent. Le lien est en description. Merci encore à Red Magic et sur ce, continuons notre vidéo. Les open space, la bourse, les échanges mondiaux ont été remplacés petit à petit par ceci. Ça fait quelques secondes que je vous parle et pendant ce laps de temps, il a accumulé des milliers, millions et milliards de dollars. Et il compte pas s'arrêter là. Il prend tout ce qu'il restait d'humain parmi nous et le remplace par de l'argent. La fortune qu'il génère en une seconde est plus grande que celle que vous avez amassée vous et vos ancêtres sur des milliers d'années. Les conséquences lui sont insignifiantes. En fait, votre vie ne fait même pas partie de son calcul. Pour lui, vous n'existez pas. La seule chose qu'il voit, c'est ça. Vous êtes en train de regarder un cours de bourse. Et avant de rentrer dans le vif, je me vois obligé de vous prévenir au vu du sujet, je ne suis pas là pour vous donner des conseils de finance. On va y aller progressivement, on a tous des connaissances différentes là-dessus, donc on va mettre les choses à plat. Voyez la bourse un peu comme le marché, où vous achetez du poisson et des légumes, sauf que celui-ci est dédié aux entreprises. On y vend et on y achète des parts d'entreprise, qu'on appelle actions. Toutes les personnes y prenant part sont ce qu'on appelle des investisseurs. Et il n'y a pas besoin d'être une grosse entreprise pour ça, vous pouvez vous-même investir et prendre part au marché. Ce marché, il est assez diversifié. On y trouve bien des produits, mais il faut bien se rendre compte avant tout que la bourse, c'est un immense levier pour financer ses projets. Elle permet à tous, selon ses convictions personnelles, d'encourager des entreprises. Et la bourse, c'est pas nouveau, ça vient pas d'être inventé. Depuis ses débuts, elle tient du commerce, qui est l'un des fondements de notre civilisation. Et elle s'est installée très progressivement, et elle a en quelque sorte suivi les progrès de la société. Et ce jusqu'en 1792, début de notre histoire, jour où la bourse de New York ouvre ses portes. C'est notre fameux bâtiment, situé entre le 68-70 de Wall Street, la future première place financière du monde voit le jour. Et à ce moment-ci, la bourse ressemblait plus ou moins à ce qu'on voit dans les films. Des traders agités dans tous les sens, rassemblés à un même endroit, sur une place appelée le floor. Chacun crie voire hurle des ordres d'achat, des traders gesticulent et on écrit des ordres sur des petits bouts de papier. À la main. C'est chaotique, c'est lent. Chaque achat est réfléchi, il faut convaincre, négocier et en résumé, c'est du commerce. Et c'est clairement optimisable. Vous le savez et on l'a vite remarqué, toutes ces transactions fonctionnent à petite échelle, mais deviennent vite dépassées sur les enjeux d'aujourd'hui. Donc depuis les années 70, l'informatique a petit à petit remplacé tout ce qui constituait la bourse. On stocke désormais les ordres d'achat-vente sur des ordinateurs. Et là, il est temps que je vous explique un grand classique de l'économie. Je vais vous demander de rester concentré. Et si vous comprenez pas tout à fait, c'est pas grave, je serai là pour vous. Donc voici la base de toute l'économie. Le rapport entre l'offre et la demande. En rouge, vous voyez la demande et en bleu, l'offre. Le croisement de ces deux courbes définit le prix d'équilibre du marché, c'est-à-dire le prix auquel la quantité offerte correspond à la quantité demandée.
Et ce prix peut se déplacer. Par exemple, s'il y a plus de demandes que d'offres, le prix va augmenter. Et inversement, si l'offre est supérieure à la demande, le prix diminue. C'est le cas pour les actions en bourse. Le prix donné à chacune d'entre elles n'est pas simplement un chiffre donné au hasard. Et ce prix, il est extrêmement utile. Pour essayer de deviner l'évolution du marché sur un produit, on se base sur sa valeur actuelle, mais également sa valeur potentielle. Et cette valeur potentielle, elle peut dépendre d'énormément de facteurs différents. Par exemple, côté Nvidia, le prix de l'action n'est pas valorisé uniquement sur la production actuelle, mais sur le potentiel futur. Et on peut dire que les progrès de l'intelligence artificielle influencent énormément ce prix. Et au fil des années, la bourse commence à accueillir de plus en plus de traders, et on commence à voir passer des ordres d'achat et vente de plus en plus conséquents. Des milliers, puis des millions, puis des milliards de dollars. Et si jusqu'ici tout se passait à peu près bien, là nos traders font face à un problème. Ces ordres sont si importants qu'ils modifient le marché. On va voir si vous avez suivi. Voici un petit exemple pour mieux comprendre. Imaginez que le prix de l'action Apple est à 200 $. Vous décidez tout à coup d'acheter 10 millions de dollars d'actions Apple. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si vous achetez une grande quantité d'actions, son prix va augmenter. Mais on va essayer de mieux comprendre ce qu'il se passe derrière en réalité. Sur la bourse, comme sur les marchés, tous les vendeurs ne proposent pas le même prix. Voici par exemple à un instant T les actions Apple que vous pouvez acheter. Et dans ce cas présent, en achetant 10 millions de dollars d'actions Apple, vous allez très vite épuiser les offres d'actions à 200 $. Seules les actions à des prix plus élevés seront trouvables. Donc vous allez finir par acheter celles à 215 $, 240 et 250 $ sans même le vouloir. C'est ce qu'on appelle le slippage, ou effet de glissement, et il désigne la différence entre le prix d'exécution d'un ordre et le prix auquel il a été passé. Et en résumé, si vous ne faites pas attention, vous allez perdre énormément d'argent. Donc il faut à tout prix contourner le système même de la bourse, trouver un moyen légal d'éviter cet effet de glissement. Et c'est ainsi que le tout premier algorithme de trading voit le jour, le VWAP et sa variante le TWAP, qui permettent d'être discrets et progressifs. Pour la faire simple, le VWAP découpe votre ordre de 10 millions en plusieurs ordres plus petits qu'il va exécuter progressivement, en tenant compte des volumes échangés sur le marché. Plus le marché est actif, plus vite il pourra faire passer votre ordre. Tandis que le TWAP va simplement faire passer votre ordre en fonction du temps. Ces deux algorithmes ont pour but de ne pas perturber le marché. Et moi, personnellement, j'aime bien l'idée. Elle permet à tout le monde d'acheter et de vendre sans écraser la concurrence. Tout le monde semble y gagner dans cette histoire. Et en plus, on dirait pas comme ça, mais cet algorithme, vous pouvez le réaliser vous-même à la maison. Il n'est pas bien complexe. Cependant, c'est le début de quelque chose de bien plus grand. Tout ça, c'est des petites techniques utilisées intelligemment pour réaliser ces ordres et contourner les limitations de la bourse. Ils sont utilisés par certains géants qui, il faut le dire, écrasent le marché de par leur taille. Mais dans les faits, ça change pas l'exploit qui vient d'être réalisé. On vient d'automatiser des ordres via des robots et des algorithmes. Pourquoi on s'en servirait pas pour aller un petit peu plus vite? Du genre, un peu plus rapidement que les humains. Parce que depuis le début, derrière tous ces chiffres, il y a cette question de vitesse. Qui sera le premier à obtenir le meilleur prix, à passer devant tout le monde? Il nous rappelle que dans un jeu de réactivité entre l'humain et la machine, l'humain n'aura jamais aucune chance. 3, 2, 1. Il sera toujours à la ramasse. Parce que oui, si vous l'avez jamais réalisé, votre ordinateur en ce moment même effectue en moins d'une seconde des calculs qui vous prendraient la journée, voire un peu plus. Notre cerveau est capable de créer des outils qui le surpassent complètement. Et ça, on l'avait déjà plus ou moins réalisé, mais là, on parle du fait qu'un ordinateur soit meilleur que nous pour gérer notre argent. Et ça fait peur. Parce que jusqu'à là, dans la finance, il y a toujours eu cette poignée de main, ce trader qui hurle dans la salle en gesticulant, une négociation, des compromis et ce petit bout de papier. C'était peut-être la seule chose d'humain qui restait jusqu'ici. Et tout ça, ça vient de prendre fin à la microseconde où quelques années plus tard, un tout nouvel algorithme est lâché sur le marché. On parle ici du premier algorithme de trading haute fréquence. Vous avez déjà peut-être vaguement entendu ce mot, peut-être pas du tout, et il faut se dire que le sujet est bien caché. Personne ne veut se risquer à en parler. Les entreprises qui l'utilisent sont très mal vues. Leurs bureaux sont à l'abri des regards et la simple évocation du nom de l'algorithme suffit à leur faire perdre leurs moyens. Eh bien, laissez-moi vous dire, là, on vient de mettre le doigt sur un sacré problème. Parce que ce nouvel algorithme n'a rien à voir avec les autres. Et je dis ce nouvel algorithme, mais le trading haute fréquence, c'est avant tout plusieurs stratégies avec une seule obsession, la vitesse. Et voici une stratégie qui est grandement utilisée à l'heure actuelle. On l'appelle le market making. Et elle est extrêmement simple à comprendre. Imaginez qu'un trader mette en vente une action à 100 $. L'algorithme propose d'acheter l'action à 99,90 $, soit 10 cents en dessous. Si les deux ordres sont exécutés, l'algorithme gagne 10 cents. Et c'est tout. Rien de plus compliqué. Bon, ça fait quand même 2 minutes que je vous vends cet algorithme comme une révolution,
alors qu'il gagne presque rien. Donc vous vous doutez bien, il a une petite spécificité. Voici ce qui le rend réellement efficace. Un trader expérimenté pouvait parfois passer jusqu'à 100 ordres d'achat et vente par jour. Et bien ce nouvel algorithme, il peut passer des millions d'ordres par jour. Quand un trader prend près d'une minute à lancer un ordre et prendre une décision, cet algorithme n'a besoin que d'une milliseconde. Il est tout simplement au-dessus. Il analyse et réagit au marché à une vitesse complètement folle. L'ennemi des algorithmes de trading haute fréquence, c'est pas l'humain. On n'est même plus sur le même ordre de grandeur. Alors, contre qui se bat cet algorithme de trading haute fréquence? Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'aller à cette vitesse? Parce que il aurait pu se contenter d'aller, 2 fois plus vite qu'un humain. Il n'avait pas besoin d'aller 10 000 fois plus vite. Et en réalité, cet algorithme, il se bat contre tous les autres algorithmes haute fréquence. Toutes les entreprises de trading commencent à avoir leurs propres algorithmes avec leurs spécificités. Et petit à petit, un engrenage bien plus grand est en train de s'assembler. Le monde de la bourse vient de changer. Les traders qui jusqu'ici arrivaient à comprendre les mouvements sont complètement perdus. Ils voient devant leur écran la bourse devenir de plus en plus décorrélée du marché réel. Des actions qui baissent ou montent sans aucune actualité particulière. Et les techniques des traders deviennent désormais complètement inefficaces. La bourse est devenue jour après jour un mirage. On ne comprend plus vraiment ce qui s'y passe. Les algorithmes de trading ont tellement complexifié le marché qu'ils sont devenus une boîte noire que personne ne comprend réellement. Et tout ça, ça a eu un fort impact sur Wall Street. On est en 2007, année où les bureaux de Wall Street commencent à se vider. Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que les serveurs de la bourse viennent de déménager. Petit à petit, lentement mais sûrement, les serveurs qui étaient jusqu'ici à Manhattan se retrouvent au New Jersey. Sur la carte, New York c'est ici, et le New Jersey ici. Pourquoi avoir déplacé les serveurs sur une si petite distance? Déjà, on peut imaginer que le coût des loyers sera moins important, plus de sécurité et certainement plus de place. Mais la deuxième raison, par contre, elle est assez surprenante. Juste pour rappel, quelques mois auparavant, le trading haute fréquence se jouait en millisecondes. Et bien désormais tout se joue en microsecondes. En quelques mois seulement, ces algorithmes se sont multipliés et la concurrence a tout simplement explosé. Chaque algorithme tente d'atteindre de nouveaux records de vitesse pour surpasser le concurrent. À tel point que la vitesse de ces algorithmes commence à atteindre un plafond de verre. Dans cette situation, comment d'après vous, on arrive à grignoter encore quelques microsecondes? Eh bien certains sont allés jusqu'à déménager leur serveur et payer des millions pour réduire la distance des câbles les reliant au serveur de la bourse. Un seul mètre de câble en moins peut vous rendre riche. Et l'expression « le temps c'est de l'argent » n'a jamais été aussi vraie. Et tout cet argent attire forcément la bourse elle-même, qui se décide à proposer un tout nouveau système appelé la colocation. Voici le principe. Là, vous voyez le serveur de la bourse installé à New Jersey. De multiples entreprises de trading vont pouvoir louer des serveurs directement dans les locaux du serveur de la bourse. Tous les câbles de toutes les entreprises qui s'installeront auront exactement la même longueur, histoire de favoriser personne. Et là, la bataille peut commencer. Parce que tout ça, c'est pas gratuit, loin de là. Une colocation coûte des milliers d'euros par mois et par serveur. Et n'allez pas croire que c'est une spécificité des États-Unis et qu'ils sont un peu fous là-bas, parce qu'ici, en France, historiquement, la bourse de Paris était située au Palais Brongniart, à Paris. Eh bien sachez que tout ça c'est terminé, les systèmes informatiques de notre bourse ont déménagé à côté de Londres, puis en Italie, dans un lieu dédié au trading haute fréquence. Comprenez par ici qu'au fil du temps, la bourse a su s'adapter et carrément déménager au plus proche des traders. Ceci dit, la bourse n'est pas la seule à s'être adaptée, car pendant ce temps, un projet colossal est en train de s'installer. En 2009, Sprint Networks décide d'installer une ligne de communication. Elle relie la bourse de Chicago à la nouvelle bourse de New York en seulement 13,1 millisecondes. La première question qui me vient en tête c'est pourquoi faire? Pourquoi dépenser des centaines de millions de dollars juste pour relier la bourse de New York et de Chicago? À première vue, ça n'a aucun sens, parce que les bourses elles communiquent déjà entre elles, donc il n'y a pas de raison qu'une entreprise privée commence à créer sa propre ligne de communication. En fait, si on réfléchit, il y en a peut-être une, parce qu'on vient de trouver un tout nouveau moyen de faire encore plus d'argent. Regardez ici, la bourse de New York propose des actions Apple à 240 $. À Chicago aussi, l'action est à 240 $. Jusqu'à là, rien d'anormal. Que se passe-t-il si soudainement, un trader vend une grande quantité d'actions Apple dans la bourse de Chicago? Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. Ok, en vendant des actions, l'offre augmente et donc le prix diminue. On va imaginer que le prix de l'action Apple passe à 239 $ dans la bourse de Chicago. Ça va pas durer longtemps, mais il existe une fraction de seconde pendant laquelle le prix des actions n'est plus le même entre Chicago et New York. Il est alors possible d'acheter en masse des actions dans la bourse de Chicago et de les revendre dans la bourse de New York. Un humain serait pas assez rapide pour le faire.
Mais pour un robot, c'est un jeu d'enfant. Surtout avec le tout nouveau câble de Sprint Networks et cet algorithme qui était déjà au sommet, qui pouvait déjà tout gagner sans aucun effort, rentre dans une nouvelle dimension. Désormais aux États-Unis, plus de 2/3 des ordres sont passés par des ordinateurs. Et ces ordinateurs, ils ne sont même pas si nombreux, parce que le trading algorithmique ne représente que 2% des traders. Vous avez bien entendu, ces 2% passent plus de 2/3 des ordres aux États-Unis. Les traders sont complètement dépassés. Les profits générés dépassent les 21 milliards de dollars en 2009. Toujours plus de confiance sont accordés à cet algorithme, qui ne crée finalement aucune valeur. Les profits vont de plus en plus vite, ils semblent inarrêtables. Les chiffres n'ont plus aucun sens, ils dévorent petit à petit tout le marché financier, jusqu'à ce que... Le 6 mai 2010, à 14h42 minutes 44 secondes précises, tout s'écroule. À une vitesse folle, sans que personne ait le temps de comprendre ou cligner des yeux, Wall Street plonge à une vitesse vertigineuse. Sous les yeux écarquillés des traders, les cours s'effondrent. Le Dow Jones, qui est l'équivalent du CAC 40 américain, perd 10%. Sur le floor de la bourse, en quelques minutes seulement, tous les écrans virent au rouge vif. Des krachs boursiers, on en a vu plein pendant les dernières années. On pensait bien les connaître. Mais celui-ci, il est différent. Parce que personne ne sait ce qu'il vient de se passer. Le premier réflexe est alors de chercher ce qu'il se passe quelque part dans le monde qui aurait expliqué un tel affolement. Le matin même, il y a bien des affrontements en Grèce, mais rien qui n'explique une telle chute. En fait, on dirait plutôt un bug. Et le vrai coupable, c'est lui. Un ordinateur vient de briser le monde de la finance en une fraction de seconde. Cet ordinateur, il appartient à Waddell & Reed, un fonds de pension américain, et il vient de vendre pour 4,1 milliards de dollars de contrats. Et aujourd'hui, voici ce qu'on sait. Un trader aurait saisi un ordre de vente de titre Procter & Gamble avec un B pour billion au lieu de M pour million. Et il aurait ainsi vendu pour 4,1 milliards d'actions au lieu de 4,1 millions. Je vous l'accorde, c'est une jolie erreur, mais ça, c'est que le début du problème. Parce qu'en faisant ça, il a lancé la détonation financière la plus brutale de l'histoire. Tous les algorithmes de trading haute fréquence vont détecter un énorme mouvement et vont, en une microseconde, lancer en même temps des ordres de vente. Comme une réaction en chaîne, mais cette fois-ci produisant l'explosion la plus rapide de l'histoire. 1000 milliards de dollars évaporés en un clin d'œil. C'est le crack le plus rapide de l'histoire. Il porte d'ailleurs aujourd'hui le nom de flash crash ou crack éclair, notamment car quelques minutes plus tard, les valeurs boursières vont revenir à la normale, une nouvelle fois, sans que personne n'y comprenne rien. Alors sur le moment, on est complètement perdu, mais aujourd'hui, on sait très bien ce qui s'est passé. Et on sait surtout qu'on n'est pas passé loin d'une catastrophe mondiale. À 14h45, seulement 2 minutes et quelques secondes après le crack, s'active un mécanisme automatique qui va casser la spirale lancée par les algorithmes. Ce mécanisme s'appelle Stop Logic, un système mis en place par la bourse de Chicago pour tenter de contrôler ce genre de situation. Le Stop Logic détecte que le marché est devenu chaotique et interrompt toutes les transactions pour tenter de le stabiliser. C'est un peu le système de la dernière chance. Il n'a qu'une seule et unique fonction, qui est de tout stopper pendant quelques secondes. 5 secondes précisément. Ces 5 petites secondes auront réussi à sauver des sommes astronomiques. Et si je vous en parle, c'est qu'on aurait pu se dire « bah c'est bien fait pour leur gueule » ou en tirer une morale assez simple due à vouloir toujours plus, on finit par se retrouver sans rien. Sauf que le vrai problème, c'est qu'ici la morale ne fonctionne plus. Parce que les joueurs ne jouent pas avec leur argent, mais avec l'argent des autres. Certaines entreprises auraient pu s'évaporer en quelques secondes. Des centaines de milliers d'emplois auraient pu disparaître. Des gens auraient pu se retrouver à la rue. Et tout ça, sans aucune cause. En fait là, on met le doigt sur le problème fondamental de la bourse. La stabilité aide les entreprises, tandis que l'instabilité profite à ces types de traders. L'instabilité de la bourse est devenue la source de leurs revenus. Ce que vous voyez défiler sur les écrans de la bourse commence à être décorrélé de la valeur réelle de l'entreprise. Ça devient joliment abstrait. Et on n'a pas encore touché le fond. Lors du crash de 2010, on s'est rendu compte qu'une autre personne a utilisé une autre technique qui a largement amplifié les dégâts. Je vous présente Navinder Sarao, qui était sur son ordinateur le jour du flash crash. Depuis des mois, il fait ce qu'on appelle du spoofing. Le spoofing, il faut voir ça un peu comme de la manipulation de marché. Et en le couplant aux algorithmes de haute fréquence, on arrive à des résultats désastreux. C'est une pratique illégale qui consiste à passer une grande quantité d'ordres d'achat ou de vente, et de tout annuler avant que les ordres soient exécutés. Ça peut avoir l'air un peu abstrait, donc j'ai un petit exemple. Voici Bob. Il possède 500 actions Apple qu'il souhaite vendre. L'action Apple coûte 240 $. Et Bob,
Il trouve ça un peu faible. Il place alors une grande quantité d'ordres d'achat, par exemple 10 000 actions Apple. Les ordres deviennent très rapidement visibles par tous les autres robots de trading qui scrutent attentivement l'action Apple. Ces robots comprennent en une fraction de seconde que l'action Apple va augmenter. Souvenez-vous, si la demande augmente, le prix aussi. Ces robots décident alors d'agir avant l'augmentation et de placer des ordres d'achat. Et tout à coup, Bob retire son ordre d'achat des 10 000 actions. Par contre, les ordres d'achat des bots, eux, ils sont exécutés. Et tous ces robots, en achetant en masse, ont artificiellement augmenté le prix de l'action Apple qui passe alors à 250 $. Et Bob, il peut maintenant vendre ses 500 actions à un prix plus élevé. C'est une technique de manipulation de marché et il en existe bien d'autres. Mais celle-ci particulièrement a le pouvoir de déclencher les autres robots de trading ou amplifier des mouvements de marché. Et si Sarao il a bien été arrêté en 2015, le trading haute fréquence, lui, il a continué. La course s'est d'ailleurs intensifiée au travers des évolutions technologiques. Les entreprises se sont multipliées et leur demandez pas pourquoi ils investissent, eux-mêmes ils ne le savent plus du tout. La seule chose qui les intéresse désormais, c'est ça. Une tour relais, permettant de transmettre des informations par micro-ondes. Ces tours commencent à fleurir un petit peu partout aux États-Unis. Et elles ont toutes un atout incroyable. Elles permettent de gagner quelques millisecondes sur le câble de Sprint Networks, qui devient de ce fait complètement obsolète. Et ces antennes, elles coûtent extrêmement cher, plus de 250 000 € juste pour l'une d'entre elles. Leur but est d'être le plus haut possible pour couvrir la plus grande distance. Cette antenne par exemple en Belgique, elle fait 243 mètres de haut, et elle couvre à peu près une distance de 100 km. Et donc tous les 100 km, des entreprises installent des tours relais de centaines de mètres de haut, dans le seul but de battre les latences de la bourse. Et ça peut donner lieu à des choses très amusantes. Sur cette image, vous êtes en train de regarder sans le savoir une bataille silencieuse pour des milliards de dollars. Ok, analysons rapidement ce champ de bataille. On est à Aurora en 2017, et à gauche, dans ce petit bâtiment blanc, ce sont les serveurs d'une des bourses majeures aux États-Unis. Juste à côté, presque collée à elle, une immense tour. En regardant l'image, on peut penser qu'elle est simplement grande, mais non. Comparez-la à la taille du bus. Elle est vraiment immense, et elle appartient à l'entreprise CyrusOne, qui loue ses locaux aux serveurs de la bourse. Et CyrusOne, il en a profité pour placer son antenne et se préparer au trading haute fréquence. Cependant, cette antenne est hors service. Et ce, à cause de l'autre antenne en construction sur le terrain de l'autre côté de la route. Ce terrain, il appartient désormais à ScienceTel, une nouvelle entreprise qui a promis une grande création d'emplois à la ville d'Aurora. ScienceTel se présente comme un intégrateur de réseaux sans fil, mais officieusement, il semble très probable qu'ils essayent eux aussi de se lancer dans le trading haute fréquence. Et en sachant ça, Cyrus attaque alors ScienceTel, ce qui a pour but de geler leurs activités. Et au travers de cette petite histoire, on a petit à petit oublié qu'à la base, ces deux géants devaient simplement investir dans des projets en bourse. Ce qui est désolant dans tout ça, c'est sans doute de voir des millions d'euros investis non pas dans les entreprises et leurs projets, mais dans des robots de trading. Des robots qui au final contournent les règles, se situant dans la limite fine du cadre de la loi. Et ici je décris pas tout le monde de la finance, mais seulement très précisément ce type d'algorithme. Parce qu'il représente sans doute tout ce qui va pas dans nos sociétés. Des sommes colossales pour mettre en place un marché fictif au lieu d'encourager les vrais projets. On dirait tout bonnement que les gérants de ces sociétés se sont crus dans un jeu vidéo dans lequel il y aurait un glitch permettant de générer de l'argent à l'infini. Et tels des petits enfants pourri gâtés, ils se jettent dessus, volent abondamment tout ce qu'ils arrivent bien à voler, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le flash crash aurait dû être une alerte de la dangerosité de ces algorithmes, sur tous les problèmes éthiques qu'ils posent. On aurait pu s'attendre à ce que le SEC, Autorité de sécurité et de la Commission des échanges, agissent et décident de limiter leur utilisation. Et pourtant, il s'est passé l'exact opposé. Au lieu de pointer du doigt la responsabilité des algorithmes haute fréquence, le SEC ferme les yeux. Prendre des décisions contre 2/3 du marché, c'est risquer de mettre le feu à tous les étages. Alors que dans un système aussi sensible que la bourse, la moindre modification peut avoir un impact inimaginable. La finance s'est réduite à un jeu du chat et de la souris, sachant qu'une nouvelle loi implique potentiellement son contournement. Par exemple, en supprimant les algorithmes haute fréquence, peut-être qu'on encouragera l'émergence d'une nouvelle technique encore pire que la précédente. Aujourd'hui, la solution a plutôt été de multiplier les coupes-circuits, comme ceux de Chicago. En gros, une mesure qui a pour but de ne pas trop froisser tous ces investisseurs, tout en essayant d'éviter l'effondrement de l'économie mondiale. Mais qui peut dire si ces systèmes seront suffisants? Si une nouvelle erreur ne viendra pas se glisser dans les milliards de transactions effectuées? Si en une microseconde, le monde que nous avons créé ne viendrait pas s'évaporer, sans aucune raison?
J'ai quand même quelques bonnes nouvelles. Le trading à haute fréquence a tendance à diminuer, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, le prix des colocations ont largement augmenté, jusqu'à parfois doubler et tripler entre 2010 et 2015. En 2019, certaines plateformes alternatives ont été créées avec pour but de contrer cet algorithme. Ils utilisent une technologie appelée le speed bump. En français, on peut le traduire par ralentisseur. Le but, c'est de limiter l'impact de ces traders, en ajoutant des micro-délais sur les transactions. Et grâce à ce mécanisme et à l'absence des algorithmes de trading haute fréquence, on s'est aperçu que le marché se portait bien mieux. Mais toutefois, ça n'empêche pas les algorithmes de devenir de plus en plus sophistiqués, voire presque tentaculaires. Vous connaissez peut-être Aladdin, le système de BlackRock, presque semblable à un monstre au vu de la quantité d'argent qu'il gère. 21 000 milliards de dollars, soit plus que l'ensemble du PIB américain. Certains aiment bien le comparer à une IA qui gère tout le marché, mais Aladdin c'est une multitude de modules complexes et très opaques dont on sait bien peu de choses. Ça fait quelques mois que je me décide de me servir de cette chaîne à ma petite échelle pour essayer de relier ce qui doit l'être. Et là, depuis le début, je vous parle pas seulement en tant que Try, le petit youtubeur dans sa chambre. Le prix Nobel de finance Joseph Stiglitz, l'économiste Iman Minsky, ou même Warren Buffett, un investisseur que j'ai plus besoin de présenter, les noms s'enchaînent et défilent, avec pour tous une réflexion commune. Certaines entreprises sacrifient nos projets à long terme par leur soif d'argent à court terme, parce qu'aucune machine n'est là pour se souvenir de la crise de 2008. Et c'est bien les humains qui en tirent les conséquences. Quand la spéculation devient plus rentable que l'investissement, le système financier finit lui-même par se dévorer.